Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, 3e chapitre, 2e partie. Ce que je ne me pardonnais pas, surtout, c'était de m'être attendri sur elle tout à l'heure. Elle n'en valait vraiment pas la peine, cette pauvre mamam. Solange avait bien raison de le répéter, même si cela me choquait parfois. Je l'ai priée de se relever, gentiment d'abord, puis plus fermement. Quand je me suis rendu compte que malgré mes adjurations, elle continuait à jouer les pleureuses au pied du saint homme, je me suis un peu énervé. Je l'ai prise par le bras et je l'ai traînée vers le fond de la pièce. Elle pleurnichait toujours, tout en essayant de me caresser le visage et les cheveux. Je l'ai assise sur une chaise. Je ne savais plus trop quoi faire, quoi dire. C'était la première fois que maman me parlait de la nudité de mon pubis devant des étrangers. Jamais elle n'avait osé avant. Jamais. En tout cas, pas devant moi. Oh, bien sûr, avec les commerçants du quartier ou les copains de bistrot, elle ne devait guère se gêner. Je ne me faisais aucune illusion. Je devais en prendre pour mon grade. Tout le quartier était sans doute au courant de la dimension exacte de mon pénis et le désert de poils et toutes mes lubies. Solange m'avait laissé entendre une fois que ma mame se répandait en propos orduriers sur mon compte dès que j'avais le dos tourné. Mais je ne l'avais pas cru, car elle avait tendance à voir tout en noir. Je devais bien reconnaître que c'était elle qui avait raison, comme d'habitude. Je me suis dit avec horreur que si Polly apprenait que j'étais comme ça, je n'aurais plus jamais la moindre chance auprès d'elle. Les autres, je m'en fichais, mais elle, non. L'horreur, c'était de penser qu'elle le savait peut-être déjà. Entre elles, les filles se racontent tout, mais ce qui était consolant quand même, c'était... Ma mame s'est arrêtée un instant d'embrasser les pieds de M. Cloret et m'a foudroyé du regard. « C'était quoi? Poursuis donc? Puisque tu as pris la parole, je sais bien que maintenant personne n'arrivera à te la reprendre. Tu es comme un chien sur son os et qui grogne si on veut le lui arracher. Pauvre chéri, comme il n'a plus peur qu'on lui coupe la queue, n'en ayant plus, ou presque plus. Il n'a plus qu'une obsession, qu'on l'empêche de raconter sa petite histoire jusqu'au bout. Les eunuques sont intarissables, c'est bien connu. Ils ne bandent plus qu'en imagination. Alors bien sûr, ils ne sont jamais rassasiés, et parleraient s'ils le pouvaient jusqu'à la fin des temps. Uniquement pour prouver qu'ils sont capables de conclure. Hi hi. Je n'y peux rien, monsieur Cloret, c'est mon fils. Sans doute, je n'aurais pas dû, mais je... Hi hi. Tant de précautions, et un jour on se fait piéger. La capote perce. Hi hi. À l'époque, on ne connaissait pas tout ce qu'on connaît maintenant, monsieur Cloret. Aussi, je mérite de l'indulgence. À cause d'un caoutchouc percé, on donne naissance. Naissance, c'est-à-dire moisissure. Et aussi, cet assassin qui grandit dans vos propres entrailles, en donnant des coups de pied, histoire, déjà, de vous faire mal. Vous dévorant, déjà. Car moi, entre nous, l'amour, c'était pas pour avoir un enfant. Il grandissait en moi, il grandissait, me bouffait, cognait, il s'augmentait de ma propre vie, mais je n'y tenais pas tellement. Ratage intégral, il naît. Trop tard pour le tuer. Vie, gigote, tant pis, on ne peut plus. Grandit, eh oui. Sans doute trop forte la pression du foutre sur le caoutchouc. Ou alors, mauvaise qualité. Ça arrive. Alors à un moment, il faut bien. Voilà, on l'appelle Jérôme Bosch. C'est un genre de malentendu, toute cette histoire, voilà. Il est là. On dit, c'est un genre d'histoire courant. Je me moquais bien des radotages de ma mame. Il y avait bien longtemps que je savais à quel misérable miracle je devais la vie. D'après pas mal de gens, et puis d'après des statistiques, et puis d'après mes lectures, la prison contre les murs de laquelle je me cognais la tête tous les jours, c'était ce qu'on appelle en général la vie. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, à ce qu'il paraît. Ce qui était consolant quand même, c'était de se dire que les chippies qui se laissaient tripoter dans les coins moyennant finance. Une fois encore, ma mame m'a interrompu. « Moyennant quoi ?»« Finance, j'ai dit. Et d'ailleurs, tu le sais très bien. Depuis longtemps, tu le sais. Elle n'avait aucun rapport avec Paolina Semilionova. Je ne les voyais jamais ensemble. J'ai dit finance, et après je me suis tu, car je me suis mise à pleurer. Les larmes ruisselaient avec une telle force, torrent, dans ma bouche, la mienne, oui, que je ne pouvais plus prononcer une seule parole. Alors ma mame, abandonnant les pieds de M. Cloret,
s'est tournée une nouvelle fois vers moi. Puis elle s'est détournée et s'est remise à embrasser les pieds de M. Cloret. J'ai dit « Finance ». Mamam, ce sont les pleurnichards qui aiment le moins les gens. Je l'ai prié sèchement de se taire, car j'avais mon histoire à raconter. Donc, elle n'avait aucun rapport avec Polly. N'en avait pas. Ne le souhaitait pas. Ce n'était pas tout à fait sûr. J'avais dit Finance. Je ne les voyais jamais ensemble. Polly s'éclipsait dès la sortie de l'école, et les autres me suivaient dans les pissotières du passage Nastenka. Elle s'y enfermait avec moi en échange de quelques billets de 1000 ou d'un cadeau dérisoire. Bien sûr, l'étrange nudité de ma région pubienne les surprenait un peu, surtout au début, mais elle s'habituait assez vite. Et même, à la longue, ma mame, toujours au pied de M. Cloret, à moitié enroulée autour de ses chevilles comme une plante grimpante. À la longue, je crois bien que cette anomalie les excitait, surtout les plus vicieuses. Là où j'en voulais le plus à ma mame, c'était d'avoir attribué à ma queue des dimensions grotesques. Un mensonge pur et simple. Calomnie rampante. Sur le plan de la grosseur, j'aurais pu en remontrer à plus d'un. Tout ça, enfin, histoire de m'humilier sans doute. Ma mame ne perdait jamais une occasion. J'avais envie de la gifler pour lui faire passer le goût de la torture et de la calomnie, mais je me suis contenu en me disant que, de toute manière, je n'allais pas tarder à prendre ma revanche. J'avais faim brusquement et je demandai à ma mame si elle n'avait pas oublié le museau vinaigrette. Elle a sursauté, comme si elle venait de se réveiller au milieu de la nuit, et elle m'a regardé d'un air effrayé. « Tu as raison, Jérôme, de réclamer. Excuse-moi, notre dernier repas. Après, tu vas partir. » J'ai eu peur qu'elle se remette à fondre en larmes. Au fond, peut-être qu'elle m'aimait à sa manière, la seule dont elle était capable, comment savoir. Il y avait une détresse épouvantable dans ses yeux. Elle ne jouait pas cette fois. Elle avait l'air de revenir de très loin, d'un voyage mouvementé dans des régions sans espoir. On devrait peut-être inviter M. Cloret, tu ne crois pas? Sans attendre ma réponse, elle s'est levée pour aller à la cuisine. On lui doit bien ça, non? Il a été si gentil avec nous. Je prépare le repas. Mettez-vous à table, M. Cloret. Le repas sera modeste, mais c'est de bon cœur que nous vous invitons. Je l'entendais trottiner dans la cuisine, remuer des casseroles, des assiettes. Elle a dû en faire tomber quelques-unes, car il y a eu un grand bruit de vaisselle cassée, suivi d'un merde retentissant. Le pop d'une capsule en plastique sautant d'un seul coup. Quelques verres de vin rouge engloutis à la hâte, honteusement. Ma mame s'est mise à chantonner, une vieille chanson de prison pour laquelle elle avait toujours eu beaucoup de tendresse. Habillez-vous un pantalon, souvent trop court, parfois trop long, puis veste ronde, gilet, chemise. Elle s'est tue d'un seul coup, sa voix s'est étranglée, et je l'ai entendue sangloter. J'ai soulevé M. Cloret en le prenant sous les aisselles, et je l'ai traîné jusqu'à la table. Je l'ai assis sur une chaise, les mains bien à plat sur la nappe en toile cirée. Ça aidait à le maintenir en équilibre. J'ai rapproché la chaise de la table pour que le corps ne bascule pas. J'ai rajusté les lunettes noires qui commençaient à glisser légèrement. Quant à l'écharpe rouge, elle n'avait pas bougé d'un pouce, mais le sang avait continué à couler en abondance. Heureusement, il se confondait avec la laine, et même si ce n'était pas tout à fait la même couleur, ma mame était bien incapable de voir la différence. Elle sanglotait toujours dans la cuisine, d'une manière étrangement régulière, comme si sa douleur avait été alimentée par un petit moteur. Cela m'a donné envie de rire, et puis je ne sais pas très bien pourquoi, moi aussi je me suis mise à pleurer. Quand ma mame est revenue dans la salle à manger, je me suis essuyé furtivement les yeux pour qu'elle ne me voie pas en larmes, car elle en tirait toujours avantage, et j'ai posé mes coudes sur la table, dans l'attitude de l'homme qui a faim et qui attend paisiblement le repas du soir, après une dure journée de labeur. Elle a déposé sur la table 3 assiettes en faïence bleue, toutes 3 ébréchées et pas très bien lavées, des verres, 1 litre de vin rouge ordinaire déjà bien entamé, une boîte de pâté, un morceau de pain à moitié sec et la salade de museau dans une petite barque en carton. Je n'avais plus faim du tout maintenant. Je fixais stupidement les roses en plastique dans leur vase au milieu de la table. Leur couleur était vraiment indéfinissable, hésitante entre le gris et le jaune, avec des reflets bleuâtres. Ma mame avait renoncé depuis longtemps à acheter des fleurs naturelles, car dès qu'elle les apercevait, Solange entrait dans des rages folles. Elle prétendait qu'elle ne supportait pas leur odeur nauséabonde. Il avait bien fallu se résigner à n'avoir chez nous, désormais,
que ces horribles fleurs de cimetière. Il ne manquait plus qu'une plaque de marbre sur le mur et une croix à moitié rouillée. Ce que je ne comprenais vraiment pas, c'était pourquoi ma maman s'obstinait à mettre ces saloperies dans un vase rempli d'eau, alors qu'elle savait pertinemment que cela ne servait à rien. L'eau avait croupi et dégageait une odeur infecte. Je ne m'en rendais compte que maintenant. J'ai balayé le vase et les fleurs d'un geste rageur de la main. Ma maman est allée les ramasser sur le plancher, une par une, et elle les a replacées sur la table en marmonnant. Une maison sans fleurs, c'est triste. Tu es bien nerveux, mon garçon, ce soir. On dirait que tu as mangé du lion. Ce n'est tout de même pas de ma faute si Solange ne supporte pas les fleurs naturelles. N'oublie pas que, comme d'habitude, tu as pris son parti dans cette triste affaire de fleurs. Alors maintenant, je t'en prie, ne viens pas me faire des reproches. J'ai préféré ne pas discuter. Je m'étais suffisamment énervé pour aujourd'hui. L'unique ampoule du lampadaire dessinait une vilaine balafre sur le visage de ma maman, du front au menton, et je me sentais tellement découragé que j'avais envie de faire la paix. Je crois que M. Cloret n'a pas très faim, ai-je dit à ma mère. Il m'a avoué pendant que tu étais à la cuisine qu'il avait mal au foie depuis quelques jours. Elle ne m'a pas répondu et s'est mise à manger le pâté avec le bout de son couteau, à même la boîte. Moi, je ne touchais à rien, même pas à la salade de museau. Ma maman a bu 5 verres de vin rouge à la suite, puis a demandé à M. Cloret pourquoi il ne prenait rien. « Même pas un petit coup de rouge, M. Cloret? Un peu de museau ?» Il ne voulait rien. Ma maman s'est tournée vers moi. « C'est un saint, une sorte d'arcette. Tu comprends? C'est pourquoi... » Le vin rouge lui avait redonné l'usage de la parole, hélas. « Pas un arcette, ma maman, un ascète. » Elle a pris à témoin M. Cloret, indigné par mon insolence. Un idiot qui donne des leçons à sa mère, on aura tout vu. Elle avait l'air furieuse, toute griffe dehors maintenant, la fille Coudreau, prête à mordre. Elle l'avait mauvais, le vin. Elle a saisi sa canne, qu'elle posait toujours à côté d'elle, et l'a pointée vers M. Cloret. « Dites-lui qu'on ne parle pas ainsi à sa mère. Dites-le lui, il vous écoutera, vous. Moi, il n'a jamais pu me supporter. Alors qu'est-ce que vous attendez, espèce d'abruti? Vous ne pouvez pas prendre parti, n'est-ce pas? Votre religion vous l'interdit, n'est-ce pas? Toujours modéré, serein, vous devez être. Les choses de haut, vous voyez? Du sommet de votre montagne d'immondices, la patte levée comme un héron, réfugié sur votre colonne. Faiseur de miracles? Et moi alors? Je ne compte pas, moi? Je ne suis donc rien d'autre que ce petit tas de chair tremblante que bousculent les gens bien portants dans la rue? Car maintenant, je peux voir la crête des arbres, alors je vous en supplie, répondez-moi. Je me sentais affreusement angoissé à l'idée qu'avec sa canne, ma maman aurait pu faire dégringoler le cadavre. Je transpirais tellement que ma chemise était déjà toute trempée. Pour essayer de me calmer, j'ai bu 2 verres de vin rouge. Ma maman n'a pas eu l'air d'apprécier du tout. « Le vin, c'est pour moi. Tu sais très bien que ça te fait du mal. D'ailleurs, le médecin te l'a interdit. » Elle était comme un chien qui défend son os, toute ramassée sur elle-même, le regard noir, la lippe baveuse. Le silence de M. Cloret avait l'air de lui paraître de plus en plus pénible. C'était son allié, du moins le croyait-elle, et il se contentait de se réfugier dans une bienveillante neutralité. « Qu'est-ce qu'il a, Jérôme, M. Cloret? Je le trouve bizarre, un peu abruti, mollasson. Il est peut-être en prière? Remarque, le genre moine tibétain? La lévitation ?» Quand elle était complètement saoule, la pauvre maman aimait bien se servir de mots savants, ou qu'elle croyait tels. Elle ne les écorchait pas toujours, d'ailleurs. La boisson la rendait plus intelligente, c'était sûr, et aussi plus méchante, plus sentimentale. Ça allait de pair en général. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a, Jérôme? Il doit être ailleurs, sans doute. J'ai toujours dit qu'il n'était pas tout à fait comme nous, M. Cloret. Le genre un peu bizarre, un peu métèque, quoi. Sa démarche un peu chaloupée dans la rue, oui, maintenant que j'y pense. Pédé, juif, tout ça en même temps. J'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais après tout, personne n'est parfait. Hihi. La honte le suit à la trace, cet homme-là. Comme un chien fidèle. C'est évident. Juif, je le savais. Mais ça ne l'empêchait pas d'être un type bien. Enfin, à peu près bien. Encore que le caca de Youtre ne soit pas facile à balayer devant les portes. J'ai l'odorat fin, moi. En tout cas, je l'avais, petite fille. Les youpins, je les reniflais à 100 mètres. Maintenant, je m'en fous. Je fais plus la dégoûter. Je mange à tous les râteliers. J'en ai tellement bavé que je suis prête à lécher le cul du premier pourrisseur juif venu. Les propos de ma maman me donnaient envie de vomir, mais je faisais tout mon possible pour me contenir. Pour faire diversion, je lui ai fait remarquer que la bouteille de vin était vide. Elle a brusquement oublié M. Cloret et son mutisme inquiétant.
Mais tu as raison, mon Jérôme, il n'y a plus rien là-dedans, rien du tout. De l'air, du vide, dans cette bouteille, plein de petits lutins silencieux. Hi hi, voilà que je deviens poète, moi, maintenant. N'est-ce pas, mon Jérôme? Tu ne t'attendais pas à avoir une mère poète? Je me sentais affreusement mal à l'aise quand elle m'appelait son Jérôme. En général, c'était mauvais signe. J'avais alors l'impression de ne plus exister, d'être une pauvre chose sans consistance entre ses mains osseuses, une poupée en chiffon qu'elle manipulait à sa guise. Elle continuait sur sa lancée, toujours aussi excitée. 1000 petits lutins blancs. Oh oh, je ne me serais jamais cru capable de trouver des trucs pareils, moi. Je me demande où je vais chercher tout ça, moi, vraiment. Hein, Jérôme? Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup des études. Marié à 17 ans, tu parles. Ton père, un drôle de pistolet. Tu aurais du mal à t'imaginer. Des nuits entières, le délire, les hurlements. Partout sa bite, il me la mettait. Aucun orifice n'était épargné. Il fallait que je m'ouvre de partout. Il en est mort. Il aimait trop l'amour, cet homme-là. Pas comme toi, je t'assure. Avec lui, pas besoin d'un microscope pour la trouver. On allait droit à l'essentiel, je te dis que ça. Oh, ces nuits, les giclées, tout ça, tu peux pas t'imaginer. T'as pas la moindre idée, mon pauvre vieux. Nous, on rigolait. Oh là là, les jouissances, les appétits grossiers, les parties de trous du cul. Et je peux t'assurer qu'on pensait pas à toi. On s'est fait piéger, c'est des choses qui arrivent. C'est pas une raison pour faire une tête pareille. Les pauvres victimes de coups mal tirés, des comme toi. Il y en a plein, mon vieux. Faut pas te prendre pour un martyr. T'es pas l'exception. T'es la majorité. Et alors, monsieur Jérôme Bosch, on n'a plus le droit de s'amuser? Le pauvre chéri, il rêvait d'autre chose. Dans sa tête, il avait des images. Il vivait dans un songe bleu. Le jour où il s'est rendu compte, il a plus aimé du tout. Mais les giclées, les morsures, les griffes dans le dos, les fesses qui se ratatinent, le trou du cul qui n'en peut plus et qui s'abandonne. Tu peux pas imaginer, t'as pas la moindre idée, mon pauvre chéri. Tu veux savoir? Eh bien, je la sens encore remuer en moi, tu m'entends? Espèce de crétin, je la sens. Après plus de 50 ans, la bête immonde continue à me dévorer le ventre. C'est beau l'amour, tu sais, fiston. C'est la seule chose qui vaille à peu près le coup dans cette saloperie de merde de putain d'existence. C'est beau un homme qu'on aime. C'est pur tout ça. La vraie blancheur. Ah oui, les anges. Depuis la mort de ton père, Jérôme, l'amour, jamais plus je l'ai fait. J'ai remplacé, bien sûr, un peu de tout, mais c'était pas pareil. Vraiment rien à voir. Terminé la fête, tu comprends? Je comprenais surtout que Madame Bosch me fatiguait de plus en plus. Quel casse-pied! Et dire que c'était ma mère, cette jouisseuse, cette salope sentimentale, toujours prête à m'humilier et à m'écraser. Ta pauvre petite queue, Jérôme, ton minuscule pénis, ta microscopique bite. Il n'y avait rien à faire, elle n'avait jamais réussi à prononcer correctement ce mot. Ton membre malade, ridicule, ta caquette infirme, merde à la fin. Jusqu'à quand tout ça? Jusqu'à quand cette pitié nauséabonde, vaguement teintée de sadisme? Elle continuait, de la même voix précipitée, enfiévrée. Même maintenant, sous terre, dans son cercueil, je suis sûr qu'il bande encore comme un cerf, papa. Oh, que j'ai hâte d'aller le rejoindre. Tu peux pas savoir, Jérôme. On va bien rigoler encore, oui. Pas terminé la sarabande infernale. Bien des danses, bien des chants. Gigoti gigota. Faudrait pas croire qu'on n'a pas encore envie de s'amuser. Même cadavre. Java, rigodon, tango. On en voudrait encore. Ça s'éteint pas si facilement, la jeunesse. Regarde par la fenêtre, Jérôme. Quel temps. Il fait beau comme jamais. La nuit a une certaine lumière. Et les arbres s'allument, un à un, lentement. Tant de morts se gonflent dans les cimetières avec les désirs. Car le printemps, là aussi, se fait entendre, que tu le veuilles ou non. Oh oui, les morts bourgeonnent, je le sens, je le sens. C'est dans ma chair que ça se passe. Je vais me mettre à genoux bientôt, car les morts bougonnent, j'entends des remuements dans ma tête. Tout ça, c'est la faute de Solange, je le sais bien. Tu n'aurais jamais dû prononcer son nom tout à l'heure. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire, même si... Brusquement, ma mame s'est interrompue et s'est remise à chanter, en tournant autour de la table, les jupes relevées. Où allez-vous, hirondelle, disent-ils, est-ce enfin le mois d'avril, doux parfum de n'importe où, le vent ne parle qu'aux fous. Je ne voyais que ses jambes décharnées, blanchâtres, belles pourtant, infiniment belles et si fragiles. J'ai enfoui mon visage dans mes mains pour ne pas montrer à ma mame que je pleurais. Sur les berges de la Seine, un midi de jeunes gens
Michel avec Madeleine, Pierre avec Jeanne et Germaine, qui se promènent avec Jean. Ma mame s'est arrêtée de tourner autour de la table et s'est laissée tomber sur sa chaise en éclatant de rire. Moi, je n'avais vraiment pas la moindre envie de rigoler. Je rêvais seulement de faire tomber le rideau une bonne fois pour toutes sur ce misérable théâtre. Ils n'avaient tous que ce mot-là à la bouche. L'amour, l'amour. Comme si je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Un idiot, bien sûr. Ça n'est pas amoureux. Ça se contente de se tripoter un peu dans les coins. Et encore, le reste du temps, ça reste là, immobile, muet, à attendre le repas du soir, ou à guetter les ombres sur le mur. La nuit tombe, ça se couche, et ça dort d'un sommeil de brute. Le matin, ça se lève sans joie, sans colère. Ça prend un bol de café au lait avec une tartine de confiture, et ça continue sa vie d'insecte, des années et des années, loin de tout, comme un cloporte sous une pierre moussue, et un beau jour ça meurt, dans l'indifférence générale. Ça se laisse mettre dans un cercueil en bois bon marché, et ça se laisse porter en terre, pour y dormir du même sommeil tranquille, végétatif, le sommeil lourd, imbécile, des racines qui jamais n'ont aperçu la lumière du jour, ni la course des nuages dans le ciel. Je savais bien, moi, qu'il n'y avait pas grand-chose de vrai là-dedans. Je connaissais l'amour, une souffrance intolérable. Ils mentaient tous, ma mère comme les autres, surtout elle. Elle ne parlait de son mari que pour m'humilier, me faire sentir que je ne connaissais rien à la vie normale, que je n'étais qu'un légume, tout juste bon à recevoir des leçons de temps en temps. Une masse blanchâtre de 150 kilos, sans la moindre intelligence, sans la plus petite parcelle de sensibilité. Monsieur Cloret, qui n'était pas un imbécile, lui avait fort bien compris que tout cela n'était pas aussi simple. Il n'avait pas réussi à savoir si j'étais un simulateur ou un type vraiment bizarre à l'intelligence pervertie. En tout cas, il s'était douté de quelque chose. C'était la deuxième personne qui voyait en moi autre chose qu'un individu taré, un débile peu dangereux, plutôt gentil au fond. La première, ça avait été Solange, la merveilleuse Solange, qui connaissait les moindres replis de mon âme, les détours les plus secrets de mon cœur. Ma mame était comme tous les gens à l'intelligence médiocre. Même humiliée, méprisée, elle cherchait encore à écraser de plus faibles qu'elle. Le silence obstiné de M. Cloret n'avait plus l'air de la troubler du tout. C'est normal, il est fatigué, cet homme-là. Il travaille trop, pas comme toi, toujours à se tourner les pouces, à regarder les vouches mollets, je voulais dire les mouches, pardon. Comme tous les ivrognes, maman avait une fâcheuse tendance à « pardon pour les vouches et pardon pour les mouches, car ce sont toutes. Mais à partir de demain, ça va changer tout ça. Les fleurs en papier crépon, tu vas voir, c'est amusant, pas fatigant du tout. Très gentils à l'usine, ils sont très gentils. Le soir, toutes les vouches s'alignent et on ne dit plus rien. Silence dans les rangs. La belle affaire. Il y a des distractions, des films, un foyer. Le ciel est au-dessus, violet certains soirs, des nostalgies énormes. On voit des films et on sort sous le ciel, au milieu des saisons. Les oiseaux remplissent l'intérieur à force de pépiments obscurs. La nuit montre le chemin des morts. Personne ne dit rien contre ça. Des générations entières ont vécu comme ça, et personne jamais ne s'est plaint. Des bras blancs, des sourires, des ventres chauds, des taches de rousseur en haut des cuisses, des douceurs tendres d'aisselle. Il y en a eu des tas, et personne ne s'est plaint jusqu'ici. Tu es le premier, Jérôme, à lamenter ainsi la vie. J'ai repris ma mame. On ne lamente pas la vie, on ne lamente pas quelque chose. On se lamente, c'est tout. C'est bien suffisant. Oui, mais Jérôme, il y a des verdures le soir. On se lamente sous les verdures. Et la lumière perce à travers, et après elle ne perce plus. Ça s'obscurcit. Ça, on peut le dire. Non, des choses comme ça, on peut les dire. Non? Ou alors quoi? Je ne vais quand même pas me taire, non, Jérôme? Car nous sommes pareils, au fond, tous les deux. Nous faisons l'amour avec des fantômes. Tu ne diras pas le contraire. Alors tu peux m'insulter. Je suis quand même ta mère. Ça, personne n'y peut rien. Même si moi, ta mère, j'aurais préféré ne pas l'être. Donc, étant ta mère, j'ai le droit de t'ordonner certaines choses. Accepte la proposition de M. Cloret. Ne fais pas la fine bouche. Allons, allons. Des comme toi, bien peu ont eu cette chance. Le travail, la distraction. C'est comme ça, on s'en contente. Alors tu devrais dire merci. La vie d'un homme est rythmée ainsi, et tu devrais te sentir flatté de... Car c'est ainsi depuis longtemps, et c'est pas toi, grosse andouille, qui va changer tout ça. Tu auras la considération, et c'est très important ça, la considération.
Un homme qui ne travaille pas ne peut pas être considéré. Mets-toi bien ça dans la tête. Qui sait, peut-être même que tu vas te trouver une femme, pas une normale bien sûr, une comme moi, mais enfin, c'est mieux que rien. C'est pas bon la solitude, j'en sais quelque chose. Évidemment, la pauvre, elle s'amusera pas beaucoup au lit, elle aura pas les grandes jouissances, les grands bruits et tout le sein frusquin, mais enfin, avec un peu d'imagination, elle trouvera vite des solutions de remplacement. Elle a éclaté de rire, un sale rire nerveux, convulsif, sous lequel je devinais toute la haine et tout le dégoût que je lui inspirais. C'est drôle, j'arrive pas à t'imaginer avec une fille. Sa tête en voyant ton chose, tout lisse, le désert de Gobi. Ouh là là, par ici la sortie. Les douceurs, les gâteries, c'est ailleurs que ça se passe. La vie, c'est l'enfer, faut imaginer. Un petit effort, ça n'a jamais tué personne. Clitoris pas mort, on le triture. Et à la fin, si grand plaisir que la face des dieux en est éclaboussée. Même les mortes en voyage dans leur cercueil de plomb ont encore des décharges, comme quand on met le pied sur une torpille. À force de décharges et d'orages, de feuillages trempés, c'est ainsi qu'on arrive au bout et qu'on s'embarque sans regret. Mais avec toi, non, rien ne se passe. On cultive des légumes de plein vent, mais ça ne suffit pas. Les sables recouvrent les œillets des bords de mer. Un petit effort, bordel, un petit effort, Jérôme. Participe un peu, rejoins. N'écoute pas Solange, elle ne cherche qu'à t'entraîner dans sa folie. Moi, une presque morte, je te parle et je te dis, ta mère te dit, ne l'écoute pas. Ton père me disait, autrefois, il avait été militaire, ton père, et il s'était bien battu. Il me disait, si on dégoupille une grenade, il faut la lancer très vite, sinon elle vous pète à la gueule. Je crois que tu ferais bien de suivre ce conseil, mais j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Tu vas pas tarder à te retrouver la figure en sang si tu continues à converser aussi connement avec la Solange. Il me disait, ton père, qu'il fallait pas s'amuser avec les armes à feu sans instruction de ses supérieurs. Alors moi je te dis, arrête. C'est ton père qui parle, sois un peu attentif. Bon Dieu, ton créateur, il parle par ma voix. J'ai mal, je ventriloque. Elle en pleurait de joie, ma maman. Les larmes ruisselaient dans son assiette, elles débordaient et formaient de petites rigoles sur la toile cirée. Elle s'est levée pour aller chercher une autre bouteille de vin à la cuisine. Elle continuait à rire et à marmonner. De ma place, je l'entendais vomir son discours idiot, mais je n'y prêtais plus qu'une oreille distraite, comme s'il ne s'était agi que du chuintement d'un mince filet d'eau sale. De toute manière, je tenais ma revanche. Et quelle revanche! Jérôme, tu m'écoutes au moins? Retiens bien cela. Ton père, quand il bandait, avec la sienne, il pouvait casser des noix, oui. Il posait les noix sur la table, il sortait sa queue, et vlarf, elle volait en poussière. Ça m'excitait, tu parles. J'étais déjà toute trempée rien qu'au bruit. Je le suppliais de me la mettre dans la bouche. Il me disait, non, pas tout de suite, attends encore un peu. Demain il fera jour. La chute à la prochaine. Laisse-moi encore casser quelques noix. Et ça recommençait. Vlarf, il y avait des coques brisées dans toute la pièce. Beau désastre, comme beau naufrage et beau désir. Depuis ton père, aucun corps d'homme ne m'a paru vivant. Enfin, je veux dire, aussi plein d'organes, aussi plein de vie. Enfin, je veux dire, depuis, je n'ai vu que des morts. Plein de sang il était, bourreau de foutre, un peu de cellulite aussi, et une sorte de creux à la hanche droite que j'ai jamais vu qu'à lui. Et puis, des yeux aussi, bien sûr. Colère parfois, alors il valait mieux pas s'y frotter. J'avais peur des fois qu'il se blesse avec les noix. Mais non, une vraie matraque. Alors, après, je la prenais, je me l'enfonçais jusqu'au fond dans la gorge. J'avais l'impression d'étouffer. C'était horrible. Elle grossissait encore. Un monstre. Tu imagines la suite? Elle est revenue avec une bouteille de vin à la main. Elle dodelinait stupidement de la tête, comme si elle approuvait ses propres paroles. Elle soupirait après le bonheur perdu. Elle s'est assise lourdement. Tu m'écoutes au moins? Elle avait l'air inquiète, brusquement, comme si elle n'avait fait que s'adresser à deux fantômes. C'était le moment d'essayer de reprendre l'avantage. Je t'ai dit, ma maman, que si tu continuais, j'allais appeler Solange. Tu sais très bien qu'elle n'aime pas du tout quand tu as bu. Et encore moins quand tu te vautres dans l'obscénité, comme un cochon dans le purin. Peut-être que ça t'excite d'évoquer tout ça en public. Peut-être que ça te donne l'impression de revivre de bons moments. En tout cas, moi, je peux te dire que tu me fais honte, que tu me donnes la nausée, et à Solange aussi. Car Solange, c'est Solange, n'est-ce pas, ma maman? La vulgarité la rendait malade, autrefois, tu t'en souviens? Et je peux t'assurer qu'elle n'a pas changé. Au contraire,
Je crois bien qu'elle est devenue encore plus intransigeante. Alors méfiance. Si tu continues, il risque de t'arriver de graves ennuis. Et ça m'embêterait, car je t'aime beaucoup, ma Mam, bien que tu ne le mérites pas. » Elle m'a regardé d'un air étonné, comme si mon visage avait changé de forme au fur et à mesure que je parlais. Je lisais dans ses yeux un mélange de crainte superstitieuse et de ruse. Elle s'est radoucie d'un seul coup. Elle a commencé à me caresser le visage pour essayer de m'amadouer, mais je me suis reculé avec une telle brusquerie qu'elle a compris qu'il valait mieux ne pas insister. « Jérôme, mon petit garçon à moi, sois gentil, je t'en supplie, n'appelle pas Solange, laisse-la tranquille. Tu sais très bien qu'elle n'aime pas qu'on la dérange. Et puis entre nous, je crois bien que M. Cloret ne tient pas tellement à la voir. Il ne l'a jamais beaucoup aimée. Il a fait des efforts pourtant, mais non, rien à faire. Il n'a jamais réussi à la supporter. Je te demande pardon si je t'ai choqué tout à l'heure, Jérôme. Je voulais pas. Que veux-tu? Quand je pense à papa, je m'emporte, je me revois. C'était une autre vie quand même, tu peux pas comprendre. Les guirlandes, tout ça, les ampoules en couleur, des verts, des bleus, des rouges, comme autrefois quand j'étais petite fille et qu'il y avait bal sur la place du village. On faisait l'amour tout le temps, mais attention, avec du sentiment. On n'était pas des bêtes, faudrait pas confondre. Les lettres qu'il m'envoyait, et des poèmes. Un jour, je te ferai lire tout ça. Il y en avait un, il m'est resté. Enfin, le début. Quelques mots, quoi. Esprit voleur de chapeaux, fantôme de Caracam, de Fatagin, de Marmose, de réincarné précoce, de transfuge de la mort. La suite, j'ai oublié. Mais ça, oui, je te garantis que c'est vrai, il me l'a écrit. Remarque, je suis pas tout à fait sûr qu'il l'ait pas copié quelque part, ton père, ce poème. Il n'avait pas un vocabulaire aussi étendu d'habitude. Plutôt des mots courants. Je veux dire, c'était plutôt un homme de mots ordinaires. Mais il aimait bien, de temps en temps, un peu de raffinement. Des étoffes un peu rares, des plumes, des colifichets, des fanfreluches, quoi. Je vais te dire, Jérôme, ce poème, il y a beaucoup de mots que je comprends pas, que je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais je les aime. Ils ont traversé le temps, ils viennent de si loin, ils vivent dans mon cœur, ils circulent dans mon sang, ils me caressent ma peau et me font frémir, des fois à la nuit. L'amour n'est jamais sale, vois-tu, Jérôme, jamais. Mais toi, tu es amer, tu es malheureux, alors tu vois le vice partout. Le bonheur te rend fou, je veux dire le bonheur des autres, le plaisir des autres. Si tu entends un couple hurler de bonheur la nuit, tu as l'impression d'un crime. Mais mon pauvre vieux, l'égorgé, c'est toi? Tu ne vois pas que tu perds ton sang de partout, à force de plus vivre? Tu t'es arrêté de vivre quand? À la dernière lune? L'hiver dernier? Il y a 3 ans? En même temps que Solange? C'était quand la dernière fois qu'on t'a signalé vivant? Réponds, merde, je suis ta mère quand même. Je vais te dire, Jérôme, j'ai jamais sucé qu'une queue. Je me suis jamais fait baiser que par un seul homme. J'ai jamais avalé qu'un seul foutre. Je te le jure. Et pour moi, le paradis, après la mort, oh oui, qu'elle vienne, et vite, ce serait de continuer à faire l'amour avec ton père. Oui, ça serait ça le paradis, et pas les conneries des curés, sauf votre respect, monsieur Cloret. Il faut bien que tu le saches, Jérôme. J'ai cessé de vivre quand papa est mort. Voilà, je suis devenu une machine à tricoter et à boire du pastis. Tu le sais depuis longtemps, Jérôme. Je t'aime pas, je t'ai jamais aimé. J'ai eu envie de me tuer quand tu es né, parce que je me demandais comment 2 êtres aussi beaux avaient pu engendrer un tel avorton. J'ai pleuré, j'ai même parfois rêvé, quand je longeais les rives du canal Catherine, que je voyais ton cadavre dériver au fil du courant. Et puis, à la fin, je me suis habitué. Mais la seule raison pour laquelle je t'ai accepté, supporté, je vais te la dire, Jérôme. Promets-moi de ne pas te mettre en colère, de ne pas appeler Solange. Sans attendre ma réponse, elle a continué à soliloquer, exactement comme si je n'avais jamais existé, comme si je n'avais été qu'un spectre engendré par son pauvre cerveau gorgé de pastis et de pinard. Je n'ai jamais vu en toi, Jérôme mon petit, autre chose que le sperme de ton père, sa magnifique semence. La plupart des gens n'ont jamais vu en toi qu'une énorme masse gélatineuse, un peu méduse, un peu baleine, animée par des mouvements élémentaires. Eh bien moi, mon chéri, c'était la queue superbe de papa, remuant dans mon ventre comme une épée chaude et tendre, sa queue devenue Jérôme Beauche, mon fils, ses yeux, ses oreilles, ses cheveux, mon amant magnifique. Je n'ai pu m'empêcher de la reprendre. Pas magnifique, mais magnifique. Quand donc apprendras-tu à parler correctement le français? Quand cesseras-tu de réinventer le monde en estropiant les mots?
La confession de ma mame, loin de me blesser, me donnait plutôt envie de rire. La sincérité, l'émotion, lui allaient encore plus mal que la rouerie, la rendaient encore plus répugnante. Croyait-elle me faire pleurer en me mettant le nez sur le misérable petit tas de linge sale qu'avait été sa vie? D'ailleurs, avec elle, on ne savait jamais quand elle trichait. Solange la détestait particulièrement à cause de cela. Même quand elle essayait de parler à cœur ouvert, elle ne pouvait s'empêcher d'être rampante, insinuante, malveillante, de donner des petits coups de couteau sournois sous la table ou dans le dos, à la manière des gamines insupportables que l'on envoie au lit sans avoir mangé.